bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Afrique Média. Bienvenue à cette édition du journal africain. Les titres. L'Algérie apporte un soutien incontestable au Mali dans la lutte contre le terrorisme. À titre d'illustration, le pays ouvre son espace aérien à la Russie et à la Turquie pour justement venir en aide côté armes au Mali. Tchad, Centrafrique, bientôt la réouverture des frontières entre les deux voisins. La situation justement qui dure depuis plus de 7 ans a donc été au centre des discussions entre le président tchadien, entre le ministre de la Défense tchadienne et bien sûr le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Afrique Média. Démarrons-le avec justement la situation du côté du Mali pour parler de la collaboration avec bien sûr la Russie. Il se trouve que le représentant permanent adjoint de la Russie auprès des Nations Unies, Dmitry Poliansky, a donc indiqué hier mardi que Moscou considère le gouvernement actuel du Mali comme légitime et que la coopération avec Bamako est donc en très bonne forme. Selon Poliansky, la Russie a de longues traditions de coopération et d'amitié avec le gouvernement malien, notamment les précédents, mais également l'actuel. Dans ce même sens, le diplomate russe a indiqué que la Russie tient à aider le Mali et est donc déterminée à le faire. Il a par ailleurs souligné qu'il s'agissait justement d'une coopération dans la formation, car la Russie a toujours eu une coopération militaire de gouvernement à gouvernement sur la formation de l'armée malienne. Mais cela ne se limite pas aux seules questions militaires. C'est aussi dans le domaine de l'éducation, de la santé, de tout ce qui fait d'un État un État. L'objectif est que le Mali soit donc un pays fort. Il faut rappeler que la coopération entre la Russie et le Mali ces derniers jours n'est pas perçue d'un bon œil par la France et ses alliés européens qui ont accusé Moscou de financer des mercenaires envoyés au Mali. Plus tôt, justement, en ce même mois de décembre, un demi-millier d'instructeurs russes ont donc foulé le sol du Mali, suscitant toute forme d'émotion. Il devrait donc aider le pays à lutter contre le terrorisme qui sévit depuis donc plusieurs années. Et donc, pour commenter cette actualité, nous sommes, je crois bien sûr, en compagnie de Gamal Abina. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Merci pour l'invitation. Vous êtes là? Oui, bien sûr, vous m'entendez? Voilà, là je vous entends super bien. Alors, très bien. Après justement ces fausses accusations, après ces intox qui n'ont de cesse justement de circuler, parlant d'un certain groupe de mercenaires qui appartiendra à une société de sécurité Wagner, finalement, on a la sortie de la Russie, de par justement le diplomate russe, qui affiche justement cette fierté qu'a la Russie à soutenir et surtout à travailler aux côtés des forces armées maliennes. Comment est-ce qu'on peut analyser cette sortie? Bien, c'est très clair. Les Russes ont décidé de prendre à nouveau leurs responsabilités sur le continent africain après l'absence de 30 années quasiment. Il va de soi que, imaginons, partons d'un postulat tout simple. Imaginons que cette société Wagner, donc ce serait une forme de groupe qui s'appellerait une sorte de milice gouvernementale, existe. Imaginons que cette dernière intervienne en Afrique pour éradiquer la menace qu'on appelle terroriste, qui est, semble-t-il, tout moi c'est ce que faisait croire l'Occident pendant près de 30 ans avec la destruction de l'Irak, qui était le principal danger mondial. Eh bien, imaginons que cette société existe réellement. La question qui se pose, c'est parce que ça semble être le gros problème. Ils ont le sentiment que Wagner serait une sorte de milice incontrôlée de l'État russe et que ce serait qu'elle agirait de façon illégale. Mais en vérité, même si ça existait réellement, partons de ce postulat, l'objectif de Wagner serait quoi? Ce serait d'éradiquer les groupes terroristes, ce que la France n'a pas su faire en 8 ans avec Berkane. Et surtout, le but de Wagner, c'est quoi? C'est de sécuriser l'État malien. Si Wagner existe maintenant, Wagner n'existe pas. Ce sont les coopérants militaires, et c'est l'État malien qui le dit, qui sont arrivés au Mali pour apporter un concours et pour former les forces armées maliennes, ce que les Français n'ont jamais voulu faire, parce que le crime
réellement néocoloniale, c'est de faire en sorte que les pays qui sont désarmés face à une organisation beaucoup plus aguerrie, ce sont des guérillas tout de même, eh bien ces pays n'ont pas les moyens ni matériels ni de formation technique pour pouvoir faire face à ce genre de mouvements insurrectionnels ou terroristes qui sont le caractéristique typique de ce qu'on appelle les guerres asymétriques. Une armée a beaucoup de difficultés à faire face à des guérillas ou des mouvements très mobiles comme cela. Et donc, quand on critique la Russie pour Wagner, c'est une douce plaisanterie dans la mesure où, si cette milice existait réellement, si cette armée privée, telle que Blackwater l'avait utilisée aux États-Unis par rapport à l'Irak, existait réellement, est-ce que ce serait une raison suffisante pour attaquer l'intervention russe dans la région? Ce n'est pas une raison sérieuse et suffisante, puisque l'objectif, c'est d'éradiquer des mouvements terroristes qui assassinent des populations civiles. Ensuite, maintenant, pour être un peu plus sérieux, l'État russe a pris ses responsabilités, mais pas seulement sur le plan sécuritaire. Il apporte beaucoup plus. Il veut former des militaires russes, des militaires maliens, pour pouvoir faire face à des mouvements de déstabilisation dans le Nord Mali, dans la région du Sahel. Il veut former ces militaires pour qu'ils soient autonomes. Ce n'est pas 1000 combattants russes qui suffiront à cela, à combattre le terrorisme. En revanche, 1000 combattants pour former, 1000 coopérants pour être précis, pour former des militaires permettrait à l'armée malienne de reprendre la main dans la région et de pouvoir éradiquer ce phénomène. Et la deuxième chose, surtout, c'est que les Russes ont dit, nous allons, là ils viennent d'envoyer des avions de cargo, nous allons développer la coopération tous azimuts, sur le plan culturel, économique, évidemment politique, militaire. Et cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancien précaré français est en danger. Parce que la France néocoloniale, qui n'a jamais rien apporté en termes de développement, nous savons très bien que le colon n'est pas là pour aider, il est là pour piller. Et bien la France néocoloniale, qui prétend avoir été là pour aider le Mali gratuitement, c'est ce qu'ils prétendent aujourd'hui, maintenant nous annonce que les Russes, ils viennent pour des intérêts. Eh bien au moins, il n'y a pas l'hypocrisie des Russes. Les Russes, ils viennent pour les intérêts partagés, développement et co-développement, vente de leurs produits cela va de soi, mais aussi la sécurité et la paix civile ramenée sur le territoire. Donc effectivement, lorsque les Occidentaux, les Français en particulier, puisque c'est ceux que ça gêne, crient des cris d'orfèvre en disant « Ah, vous vous rendez compte, c'est une milice qui va là-bas », appelé par le gouvernement légitime du Mali, qu'on le veuille ou non, avec une population qui semble l'appeler de ses voeux aussi, eh bien la France est très mal placée pour parler, et l'Occident, n'en parle même pas, qui a détruit la moitié de l'Afrique et de l'Asie, n'a pas de leçon à donner en termes de bon comportement aux Russes qui, rappelons-le dans le passé aussi, étaient bien seuls face au nazisme. On écoute du moins les propos qui ont été prononcés par Dimitri Poliansky. Il a quand même tenu à préciser que l'objectif ici justement est de permettre au Mali de devenir ce pays fort. Alors fort dans quel sens? Sur le plan militaire ou alors sur le plan des différents types de coopération que vous avez suscité tout à l'heure? Alors le Mali est un pays très riche, même si aujourd'hui il a été artificiellement maintenu dans une pauvreté, une précarité organisée par les puissances néocoloniales qui ont garanti à chaque fois ces pays-là de ne surtout pas développer d'industrie, en aucun cas de développer une agriculture viable et surtout pas de développer un niveau de connaissance suffisant pour qu'il y ait une autonomisation des populations locales. Les Africains ne sont pas des imbéciles, vous l'avez bien noté, ce n'est pas des fils à deviner. En revanche, ils ont été très souvent trahis par les petits caporaux de l'armée française qui ont décidé de mettre le pays plus bas que terre pour toucher leurs 10%. Donc oui, effectivement, quand les Russes disent qu'ils veulent développer un développement tous azimuts, l'objectif c'est quoi? C'est de dire qu'un grand pays comme le Mali, parce que ce n'est pas un petit pays en termes de surface, c'est que des pays immenses, les pays africains en règle générale, un grand pays comme le Mali peut se développer et avec des ressources considérables, si on les aide un petit peu, peut devenir autonome. Alors le développement, c'est d'abord et avant toute chose, et il ne faut jamais perdre de vue que si on veut un développement, il faut garantir une sécurité territoriale, donc une armée forte, il n'y a pas de secret. Un pays qui a une armée faible est un pays qui sera immanquablement ou inquiété, ou éradiqué, ou détruit, ou envahi. Donc une armée forte pour commencer. C'est très bien que les Russes apportent du matériel de qualité pour pouvoir garantir la sécurité du territoire et surtout, on ne donne pas de poisson à un homme, on lui apprend à pêcher. Les Russes apprennent, et c'est très bien, aux Maliens à se défendre et à pouvoir intervenir en cas de besoin urgent sur le territoire. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est le développement tous azimuts. Donc c'est un développement qui serait des industries lourdes pour commencer, des infrastructures, évidemment, avec le concours des Chinois, et un partenariat régional nécessaire. C'est pour ça que la stratégie russe commence à se dessiner de façon claire. La République centrafricaine, l'axe avec le Mali, avec l'Algérie, toutes ces combinaisons d'alliances stratégiques qui sont renouées à la faveur du nouveau bloc de l'Est que sont la Russie et la Chine, eh bien, toutes ces coopérations vont de pair et permettront sans doute enfin aux Africains de la région, en l'occurrence, de choisir des partenaires sérieux et non pas des hypocrites qui continuent à venir prendre de l'argent, et c'est facile, pour garantir une sécurité
extrêmement faible, pour ne pas dire inexistante, mais surtout pour garantir un comportement néocolonial qui consiste à mettre des armées dans la région, alors qu'elles n'ont rien à y faire. Si la France se sent en danger en Afrique saharienne, il y a un problème. C'est-à-dire que soit elle considère que c'est toujours une émanation de la France dans la région, ce qui n'est pas le cas, soit elle considère de façon très paternaliste que la France a des raisons d'être là-bas pour défendre des intérêts qui ne sont pas les intérêts des peuples, mais des intérêts économiques bien compris, à savoir les différentes ressources considérables que recèle la région. On ne sait pas ce qu'il y a dans le sous-sol malien parce qu'il n'a toujours pas été sondé. Mais le jour où il sera sondé, on aura de grandes surprises. Je prends pour exemple très concret, c'est que l'Angola, qui est un pays qui a subi une guerre atroce pendant des décennies, a trouvé du pétrole au large de ses côtes et est devenu un des pays les plus riches d'Afrique en une seule décennie. Eh bien, je gage que le Mali, certainement dans un sous-sol extrêmement riche et avec des perspectives de gens qui veulent travailler et le feront, sera sans doute une puissance régionale à venir. J'en suis à peu près persuadé parce qu'on ne connaît pas la réalité des sous-sols maliens ou de la région. Gamal Abina, pour votre participation à ce journal. Nous allons rester justement dans la zone sahélienne pour parler, comme annoncé en titre, du soutien incontestable de l'Algérie à l'endroit, bien évidemment, du Mali, alors que le Niger a justement décidé de fermer son espace aérien aux avions russes. À destination du Mali voisin, l'Algérie, pour sa part, a donc mis à disposition son ciel. Selon les informations, les autorités algériennes ont donc décidé d'ouvrir l'espace aérien du pays aux avions russes qui transportent du matériel militaire pour le Mali. Les sources rapportent également que c'est ce même espace aérien qu'utilise la Turquie pour la mise à disposition des drones de combat au Mali. Les informations qui interviennent alors que l'Algérie avait, nous le savons tous, fermé son espace aérien aux avions militaires français qui interviennent au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. La décision est donc survenue alors qu'une brouille diplomatique est donc née entre les deux pays après les propos du président Emmanuel Macron. Et donc, malgré la visite du chef de la diplomatie française en Algérie, rien n'a encore changé. Et donc, l'intervention russe au Mali n'est pas du tout du goût de tout le monde, en l'occurrence la France, qui a d'ailleurs dénoncé un recours à des mercenaires, ou du moins des supposés mercenaires, financés par Moscou. Allié donc indéfectible de Paris, le Niger a également exprimé son désaccord, créant une tension entre Niamey et Bamako. Les deux pays sont donc membres du G5 Sahel, luttant contre une insurrection djihadiste dans la région. Linda Larbaoui est encore en notre compagnie ce soir. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Alors, comment comprendre justement ce soutien de l'Algérie qui ne se cache pas? Quand d'un côté, il y a le Niger qui décide de fermer une porte, l'Algérie de l'autre côté ouvre, j'ai envie de dire, tout son ciel comme ça, non seulement à la Russie, mais également à la Turquie pour venir en aide au Mali. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ben écoutez, on va corriger une information quand même qui date depuis 2013. Quand l'Algérie avait décidé d'ouvrir son espace aérien pour que l'armée française puisse l'utiliser, ce n'était pas à la demande de la France, c'était à la demande du Mali. L'Algérie n'était pas tout à fait optimiste à ce projet, mais elle avait donné son soutien à l'époque au Mali par rapport à une demande qui a été faite par un pays ami et qui avait soutenu l'Algérie juste après son indépendance. Ça, je l'ai expliqué plusieurs fois que le Mali avait, monsieur Modibo Keïta, paix à son âme, à l'époque, avait donné son soutien inconditionnel à l'Algérie pour que l'Algérie puisse intégrer dans les négociations l'indépendance du Sahara et que la totalité du territoire algérien soit libéré. Donc Alger avait depuis cette époque-là déjà travaillé avec le Mali et main à la main. Et ça n'a jamais cessé. Et en 2013, je corrige à tous les panafricanistes, Alger, c'était à la demande du Mali qu'elle avait ouvert cet espace. Et elle l'a fermé le jour où il y a eu débordement. Et entre parenthèses, à la demande aussi de nos frères maliens. Ça, c'est pour corriger un petit peu l'histoire de ce qui se passe dans le Sahel. Donc, il est tout à fait logique et il est tout à fait compréhensible aujourd'hui que l'Algérie continue à soutenir le Mali, déjà
l'histoire que nous avons en commun, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe dans le Sahel. Et il faut libérer le Sahel, il faut sécuriser le Sahel. Donc, il y va aussi de la sécurité d'Alger. Voilà, et j'espère que tout le monde reverra cet épisode où l'Algérie avait ouvert son espace à la France. Il faut savoir une chose, que l'armée algérienne n'a jamais acheté même pas une vis, même pas un boulon à l'armée française et n'a aucun contact. Là, je parle du ministère de la Défense, je ne parle pas du ministère des Affaires étrangères ou de la diplomatie. Ça, c'est pour remettre les choses dans leur contexte et dans ce qui est tout à fait vrai. Voilà. Après, il faut aussi savoir que Alger ne voulait pas intervenir directement dans Sahel. Il y a déjà assez de pression de la part des Occidentaux par rapport à ça, puisque la France est en train de partir. Donc, elle a préféré que ce vide que la France se laisse derrière elle en quittant le Sahel, ce vide soit comblé par un autre partenaire, un partenaire stratégique pour les Maliens. Et ça leur a permis justement de faire une demande officielle à la Russie. Les Wagner ne sont pas en Algérie, au Mali. Alger a ouvert son espace pour les Maliens et pour aussi que les autorités de pays comme la Turquie ou comme la Russie, mais pas à d'autres troupes. Donc Wagner n'existe pas, Wagner n'est pas dans le Sahel, c'est carrément les autorités russes qui sont là. Et j'étais la première, je crois, à en parler le jour où la Turquie a livré les armes au Mali. Mais avant ça, il y avait un souci. Quand on devait leur livrer leurs premières armes, leurs hélicoptères, il y avait toujours la France qui utilisait ce couloir. Donc, c'était Alger qui avait intervenu auprès de l'Égypte pour que les Russes puissent livrer les fameux hélicos qui ont été livrés il y a quelque temps. Voilà. Mais de toute façon, il y a un soutien inconditionnel de la part des Algériens, État, peuple et armée envers nos frères maliens. Il faut qu'ils le sachent. Il y a un passé commun qui est là. Il y a un territoire. Il y a près de 1300 kilomètres de frontières qui, pour le moment, est en train de pourrir avec des terroristes venus d'un peu partout. Donc, il faut sécuriser tout ça. Et je tiens aussi à dire une chose. Ce que Moscou veut faire et ce que Alger veut faire aussi, aider le Mali à devenir un pays pilote dans le Sahel. Le Mali, je le dis souvent, le Mali est appelé à devenir un élément pilote dans le Sahel, puisqu'il est concerné par toutes les ethnies du Sahel, il est concerné aussi par un immense territoire et il est concerné par plusieurs pays qui l'entourent. Donc tout ça fait que si on stabilise le Mali, c'est tout le Sahel qui sera stabilisé. Et c'est ça qui dérange Paris en vérité. C'est cet élément, le fait de sécuriser le Mali, le fait que le néocolonialisme a échoué dans la division du Mali, c'est ça qui dérange. Ce n'est pas autre chose. Ça dérangerait moins si c'était le Burkina Faso. Par exemple, parce Linda, que ça n'a pas la même stratégie. Oui, voilà. Alors, Linda, une autre question que je voudrais quand même vous poser, ce sont les relations, l'état des lieux justement des relations aujourd'hui qui existent entre la France et bien sûr l'Algérie, parce que nous le savons, récemment, le chef de la diplomatie française s'est donc rendu du côté de l'Algérie. Mais est-ce qu'en ouvrant ses frontières, cet espace aérien autant pour moi, l'Algérie n'est pas en train de donner une réponse à la France? La visite du Premier ministre français, j'ai dit, il faut voir les images où il y avait le ministre des Affaires étrangères derrière, et puis devant, c'était Monsieur Le Drian qui parlait, mais Alger n'a pas répondu. Mais c'était en quelque sorte une réponse. Il n'y a pas eu non plus d'intervention du ministre des Affaires étrangères algérien. C'était une réponse, ça, pour quelqu'un qui sait décrypter un petit peu ce qui se passe dans les hautes
se faire. L'Algérie n'avait pas de réponse à donner puisque les dés étaient déjà joués. Il y a des conditions pour la reprise des relations. Les conditions, c'est carrément le président de la République algérienne qui les a données lors d'une conférence de presse, puisque maintenant la France communique par la presse et sur les réseaux sociaux, donc ils ont une réponse. Il y a des conditions, mais qui ne concernent même pas le Mali, ça concerne les relations algéro-française. Donc, tant que Alger n'a pas eu des réponses par rapport à ça et puis n'a pas revu, la France n'a pas revu tout ce qu'elle n'a pas respecté depuis 1830, puisque aujourd'hui Alger réclame la fameuse dette la dette du blé et l'argent que le royaume d'Alger lui a prêté à cette époque-là. C'était celui qui a sorti le dossier, c'était Monsieur Bourgadoum, qui était ministre des Affaires étrangères, juste un peu Monsieur Ramtan Lamamra. Donc, depuis 1830, la France ne respecte rien et elle continue à ne rien respecter et elle donne des paroles, elle signe des accords, mais elle ne respecte rien. Aujourd'hui, Alger n'attend rien de la France. Hein. Ça, je vous le garantis, quand j'ai écouté tous les discours du président algérien, Alger n'attend rien, elle a un chemin à suivre, elle a sa feuille de route qui est africaine, purement africaine. Et elle est là-dedans. Et c'est à la France de revoir son agenda et de revoir tous ses contrats et de revoir tous les traités qu'elle a signés, notamment celui de 1968 concernant la diaspora algérienne et le peuple algérien qui doit venir en France, tout ça, le quota des touristes, le quota des visas. Et ça avait fait un petit peu sur les réseaux sociaux boum, mais la France est tenue par le traité de 1968 qui ne concerne pas la Tunisie ni le Maroc. Donc tant que tout ça n'a pas été revu, Alger, elle fait ce qu'elle a à faire. Alger n'intervient pas si la France ouvre son espace aérien à un pays ou à un autre. Donc Alger et les Algériens, ils font ce qu'ils ont à faire. Et en dehors de leur calendrier, eh ben, je pense qu'ils s'en fichent complètement aujourd'hui, puisque ça y est, ils ne croient plus en cette France qui doit respecter un accord ou respecter un traité. Larbaoui, voilà, pour votre participation à cette édition du journal qui se poursuit. Nous allons rester en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci du côté du Burkina Faso, pour parler justement de ce report concernant le Forum national sur la réconciliation qui était donc prévu du 17 au 23 janvier 2022. Finalement, le forum a été reporté à une date ultérieure car l'opposition ayant décidé de ne plus participer aux différentes instances gouvernementales. L'annonce a donc été faite par le ministre burkinabé en charge de la réconciliation, Zéphirin Diabré, qui a eu une séance de travail hier mardi avec le chef de file de l'opposition politique, Edi Komboigo. Selon Zéphirin Diabré, au regard de l'importance de ce forum et de ce qu'il va apporter comme point de départ important pour la réconciliation nationale, au regard de la contribution de ce forum et justement à la résolution des problèmes à la fois anciens et présents du pays, il a demandé humblement, justement, au chef de file de l'opposition, voilà, il a demandé, et à ses collègues de bien vouloir faire une entorse à leurs décisions et à s'associer au Conseil national d'orientation et de suivi qui va donc piloter ce forum et au Comité national d'organisation qui va en assurer l'organisation pratique. De son côté, le chef de file de l'opposition, Edi Komboigo, a souligné qu'ils ont écouté religieusement le ministre et qu'ils vont se réunir afin de lui donner une suite dans de meilleurs délais. L'opposition politique, rappelons-le, s'était retirée des instances gouvernementales au lendemain de l'attaque meurtrière qui avait visé le 14 novembre dernier un poste de gendarmerie dans la localité d'Inata et qui a coûté donc la vie à une cinquantaine de gendarmes pour protester donc contre la dégradation de la situation sécuritaire. Depuis 2015, le Burkina Faso est donc confronté à une recrudescence des attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes et plus d'1,4 million de déplacés internes selon des chiffres du gouvernement. Larba Israël Lampo est en notre compagnie. Bonsoir à vous, Larba Israël. Bonsoir, Madame Linda. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors,
forum sur la réconciliation nationale. Est-ce que ça en valait véritablement la peine? En fait, il faut dire que le report, c'est pas étonnant parce que l'opposition, bien avant l'annonce de son retrait, avait déjà donné un ultimatum au gouvernement pour la mise en place d'une feuille de route claire par rapport à la situation sécuritaire du pays et aussi à la démission du Premier ministre et d'autres ministres. Alors, maintenant que le Premier ministre a été dégagé et qu'un nouveau gouvernement est mis en place, et je pense que l'opposition attend de voir ce que le Premier ministre actuel va proposer comme solution, comme feuille de route pour la lutte contre le terrorisme et aussi sa politique de gouvernance à l'intérieur du pays, la gestion même des affaires intérieures des affaires sociales et politiques du pays avant de se prononcer. Donc, le refus de participer à ce forum s'explique bien parce qu'à l'heure actuelle, nous ne savons pas ce que la ligne de conduite du nouveau gouvernement. Et donc, je pense que l'opposition est dans sa logique de vouloir comprendre d'abord quel est le programme du nouveau gouvernement, du nouveau Premier ministre, avant de s'engager, avant de continuer donc dans ce débat de forum de réconciliation nationale. Lompo, est-ce que le fait justement, parce qu'il faut le dire, il y a des dates qui avaient été déjà annoncées, mais sauf que là, les prochaines dates ne sont même pas encore connues. Ne pensez-vous pas que ce report donnerait davantage le temps justement au gouvernement qui est là actuellement pour mieux s'installer et pourquoi pas peut-être essayer d'avoir un réseau assez solide et peut-être ne pas répondre aux attentes des populations burkinabées? Tout à fait. Vous savez, au Burkina Faso, en réalité, il n'y a pas d'opposition, c'est une juxtaposition. Le parti au pouvoir avec le parti du chef de file de l'opposition aujourd'hui, c'était le même parti qui s'est divisé en deux. Et ce sont les mêmes copains qui ont dirigé le pays depuis 1987, après la mort tragique du camarade capitaine Thomas Sankara. Et donc, au Burkina Faso, je peux vous dire avec une absolue certitude que nous n'avons pas une opposition bien démarquée du système Blaise Compaoré. Alors, comme ce sont les mêmes copains qui dirigent le Burkina, il est évident que ça donne non seulement du temps au pouvoir actuel de continuer à berner le peuple d'une manière ou d'une autre pour pouvoir essayer de s'échapper, mais aussi à l'opposition qui n'a aucun plan de sortie de crise, qui ne propose rien de concret au peuple burkinabé, que le peuple burkinabé ne fait pas la différence entre l'opposition politique du chef de file de l'opposition et la majorité présidentielle. Et donc, effectivement, ça permet donc au pouvoir en place de gagner du temps et le peuple attend encore. Effectivement que des solutions seront donc trouvées pour mettre un terme à ce terrorisme qui bat son plein du côté du Burkina Faso. Merci à vous, Israël Arba Lompo, pour votre participation. Nous restons toujours en Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, c'est du côté de la Côte d'Ivoire pour replonger justement dans les violences électorales de 2020 et dire que plusieurs poids lourds de l'opposition sont donc toujours poursuivis dans le cadre de ces violences meurtrières qui avaient alors émaillé l'élection présidentielle de 2020. C'est une annonce faite par le procureur d'Abidjan, c'était donc le 26 décembre dernier. Cette annonce intervient alors que le climat politique tend justement à se décrisper dans le pays. Déjà en 2020, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire avait été ébranlée par des violences meurtrières. Le procureur d'Abidjan a donc à cet effet annoncé que plusieurs membres de l'opposition étaient toujours poursuivis dans le cadre de ces violences. Après donc 6 mois d'enquête d'une unité de police et de gendarmerie dédiée, le procureur Richard Adou a donc expliqué que 233 personnes impliquées à divers degrés ont été interpellées et 40 sont toujours activement recherchées. Une grande majorité des personnes interpellées
ont toutefois été remises en liberté sous contrôle judiciaire. À l'exemple du leader du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guesson, ou encore du numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, Maurice Kakou Guy Kwaye, et qui ont passé plusieurs semaines en prison. On se rappelle, c'était en fin 2020. Il avait également reçu en juillet l'ancien président Laurent Gbagbo, dont plusieurs proches sont donc cités comme commanditaires et financiers des événements autour de l'élection de 2020 par le rapport de l'unité d'enquête. Docteur Nyaka Lagoke est donc historien, chercheur. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ces poursuites, du moins l'annonce de ces poursuites judiciaires, ne va-t-elle pas venir s'aimer encore de la brouille au sein du climat politique ivoirien? Merci beaucoup pour l'opportunité. Félicitations pour cette belle émission et pour le travail qu'Afrique Média fait tous les jours. Bien sûr que l'annonce des poursuites va certainement créer une certaine confusion, va en ajouter à la tension dans le pays. Mais je voudrais surtout mettre l'accent sur le fait que le procureur ait décidé de faire l'annonce des poursuites au moment où le Premier ministre Patrick Achi est engagé dans un processus de discussion avec l'opposition. Et donc, comme en politique, rien n'est gratuit, rien n'est fortuit et que tout s'interprète. Donc, il faut voir pourquoi est-ce que Abdou Richard a été activé en ce moment bien précis pour faire cette déclaration. Pour moi, il faut voir cela d'une certaine façon. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, de M. Alassane Dramane Ouattara, est en train de chauffer sur le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara est en train de faire tout ce qu'il peut afin de montrer aux Ivoiriens qu'il n'est pas forcément engagé dans la réconciliation comme les Ivoiriens le souhaiteraient. Et puis, autre élément, nous avons des échos que M. Alassane Dramane Ouattara pourrait briguer un 4e mandat, et certainement pour pouvoir prévenir des réactions des Ivoiriens. Il a envie d'envoyer un message fort, et certainement c'est pour cela que le procureur a fait cette annonce. Voici un peu mon interprétation de cette annonce qui a été faite par le procureur Abdou Richard. Ce début de dialogue inter-ivoirien qui a justement été lancé par le Premier ministre Patrice Achi. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que cette sortie également de monsieur le procureur de la République serait également une façon de faire pression sur les formations politiques de l'opposition qui prennent justement part à ce dialogue inter-ivoirien? Et nous rappelons également qu'il y a certaines formations qui ne prennent pas part justement à ce dialogue. Est-ce que ce n'est pas un message que le gouvernement serait justement en train de passer à certaines formations politiques? Oui, bien sûr. Merci, Linda. C'est une très belle, en fait, une belle réplique. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement, comme on le sait, M. Alassane Dramane Ouattara est en Côte d'Ivoire au pouvoir depuis bientôt 11 ans, disons depuis une dizaine d'années. Et donc, les appels pour une véritable réconciliation, nous n'avons pas senti que le gouvernement de M. Ouattara voulait effectivement un véritable dialogue national, une véritable réconciliation, afin que les gens puissent discuter des problèmes, qu'on arrive à situer les responsabilités. Et contre toute attente, décembre approche, Laurent Gbagbo est sorti, quel que soit ce qu'on peut imaginer, il est encore charismatique ou populaire, et que son nouveau parti politique va bientôt engager une tournée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Et donc, je crois que par rapport à tout ce décor, M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas forcément confortable dans une telle situation. Donc, on engage les négociations avec les opposants. Au même moment, on sort le procureur pour prévenir toute velléité au moment où Alassane Ouattara voudrait annoncer qu'il veut être encore candidat pour un 4e mandat, parce que au sein du RHDP, on estime que c'est lui seul
qui peut arrêter Gbagbo Laurent ou qui peut arrêter Henri Konan Bédié. Et lui-même, il avait dit plus d'une fois que si Gbagbo et Bédié étaient candidats, il allait être candidat. Maintenant, ce que vous venez de dire, c'est qu'il utilise cela comme un moyen de marchandage. C'est ça l'expression. Il utilise cela comme un moyen de marchandage dans ses négociations avec l'opposition. Et donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Docteur Nyakala Goké, pour votre participation à ce journal. Seul l'avenir nous en dira davantage sur cette situation sociopolitique. Du côté de la Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, il faut le dire, une délégation tchadienne est donc arrivée à Bangui, 8 mois donc après la mort d'Idriss Déby Itno. Les nouvelles autorités tchadiennes ont décidé d'ouvrir une nouvelle page dans les relations complexes entre les deux voisins à travers une visite qui pourrait alors débloquer une situation qui dure depuis plus de 7 ans. Le dossier justement de la fermeture des frontières entre le Tchad et la République centrafricaine depuis 2014 a donc été sur la table des discussions entre le président centrafricain et une délégation tchadienne conduite par le ministre de la Défense en déplacement à Bangui. Selon les médias centrafricains, l'audience a donc porté sur les conclusions de la dernière commission mixte Tchad-Centrafrique. Des conclusions qui invitent à la réouverture de la frontière entre les deux pays, fermée lorsque l'ancien président, le défunt maréchal Idriss Déby Itno, lassé donc d'être accusé d'ingérence chez son voisin du Sud, décida de couper le lien avec lui. Depuis donc, les accusations d'ingérence n'ont pas cessé et par 2 fois déjà cette année 2021, les forces armées centrafricaines, appuyées par les Russes, ont attaqué des positions de l'armée tchadienne sur la frontière entre les deux pays. Mais c'est un conflit qui a rapidement été réglé justement au niveau de la diplomatie des deux pays. Alors hier mardi, le ministre tchadien de la Défense, Daoud Yaya Brahim, a indiqué avoir parlé de l'ouverture des deux frontières pour faciliter donc la libre circulation des personnes et des biens entre ces deux pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et c'est sur ce que nous reformons cette édition du journal africain sur Afrique Média. Vous avez été nombreux à suivre justement ce petit moment, à partager également ces informations avec nous. Nous vous en remercions et nous vous souhaitons tout simplement de passer d'excellents moments en compagnie des programmes d'Afrique Média. Bonsoir.